Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 30. La Terre cachée, près de l'Antarctique. Comment ferions-nous cette fois-ci? Eh bien, par les airs. Butler commanderait, et ce serait la première fois que je pénétrerais dans le premier dôme avec les fameux Iron Blue. Cette opération devait avoir une précision chirurgicale et sera très risquée. Mais, compte tenu de la sécurité mise en place par les custodians autour des murs de glace, il valait mieux être en sécurité en se déplaçant par voie aérienne. Ce même après-midi, nous sommes partis pour les vieux continents. J'ai ressenti autant d'adrénaline que d'excitation. J'avais hâte de décoller. Notre grand navire est parti en montant à une vitesse incroyable et atteignant une hauteur que je n'avais jamais atteinte lors de mes précédents voyages. Vous pouviez clairement voir les eaux au-dessus du deuxième dôme. Tout était calme et conforme au plan, au moins jusqu'à ce que nous approchions du bord de séparation. Il était prévu de passer par le passage que nous connaissions déjà bien, l'ayant traversé avec mon bateau et Butler depuis longtemps. Mais, cette fois, nous le ferions avec un navire traversant les cieux et allant à grande vitesse. Butler, me connaissant, m'avait fait remarquer plusieurs fois pour me rassurer que tout se passerait comme prévu. Nous n'étions que 4 à l'intérieur, le pilote et une personne qui pouvait indiquer par le son la position de ces navires bleutés qui croisaient les cieux. Nous sommes descendus de plusieurs mètres pour atteindre une altitude que nous considérions a priori sûre, puisque les radars ne nous avaient pas détectés. Du coup, nous sommes entrés dans le passage. L'expérience par les airs est totalement différente. C'est comme entrer dans une sorte de tunnel où seul le silence règne. La vitesse, bien que nous l'ayons considérablement réduite avant d'entrer à l'intérieur, nous donnait l'impression d'être secoués frénétiquement. Cela n'a duré que quelques secondes, et nous sommes apparus de l'autre côté, volant à l'envers au-dessus de la mer Antarctique. Le pilote a rapidement et avec beaucoup d'habileté contrôlé le navire et maîtrisé la situation avec brio. Tout est revenu à la normale et le navire a repris sa route. Les murs de glace étaient parfaitement visibles. Nous étions à environ 700 mètres d'altitude. Nous avons traversé une partie des murs sans problème, mais quelque chose n'allait pas avec notre navire. Plusieurs alarmes se sont déclenchées à l'intérieur et nous avons commencé à perdre de l'altitude rapidement. Nous avons vu la terre sur la côte sud et le pilote, Lanner, a fait un atterrissage d'urgence. Tout commençait à mal tourner à notre retour sur les terres connues. Était-ce la fin inattendue, quelques minutes seulement, après être retourné sur mes terres bien-aimées? L'Iron Blue a fait irruption dans des zones boisées, calmes, entre d'immenses montagnes enneigées, et avec beaucoup de soin, nous avons réussi à survivre à un atterrissage forcé, mais incroyable, entre des arbres qui ont frappé notre Iron Blue, si précieux. Ce qui nous a émus et a résisté à l'assaut. L'un après l'autre, nous sommes passés d'un côté à l'autre jusqu'à ce que soudain la paix nous envahisse. Nous avions passé le premier test, mais maintenant,
Qu'allait-il se passer? J'ai demandé si Butler avait été blessé, mais il allait bien, et les deux autres ancêtres n'avaient pas non plus de blessures majeures. Ma jambe me faisait un peu mal à cause des coups, et mon corps aussi, même si, comme vous le savez, j'avais déjà de nombreux problèmes avant d'entrer dans ces terres. Il restait à savoir si cette chute brutale avait été une erreur de notre vaisseau, chose assez difficile à imaginer, ou si elle avait été causée par une technologie qui avait été installée par les parasites ou les forces qui travaillaient pour eux. Nous étions sur des îles isolées à la frontière avec les murs, qu'on ne pouvait pas voir de loin à cause du brouillard qui couvrait les grandes forêts. Mais nous savions exactement que les terres connues étaient là. Le soleil perçait à travers les grands arbres et nous sommes partis rapidement pour nous éloigner du navire au cas où des forces dans les environs auraient pu repérer notre chute. Nous n'étions que de simples mortels venant de l'autre côté des murs, avec un navire cassé, des vêtements étranges bien que similaires à l'époque qui courait dans mon pays natal, avec une technologie ancienne qui, heureusement, fonctionnait toujours correctement. Mais s'ils nous avaient attaqués, cela aurait été au pire moment et de la pire façon pour notre entrée. Nous nous sommes éloignés d'environ 900 mètres de la zone de la chute. Bien qu'il se soit écrasé, notre navire n'avait généré aucun feu ou une quelconque déflagration qui aurait pu nous faire repérer de loin. Le brouillard nous avait complètement envahis et nous pouvions à peine distinguer la route sur laquelle nous nous dirigions dans ces forêts froides. Soudain, nous commençâmes à entendre des bruits étranges venant du nord. Quelqu'un marchait dans les herbes folles. Le brouillard nous empêcha de voir si c'était un homme et nous décidâmes d'arrêter complètement notre marche. Nous sommes accroupis dans l'herbe épaisse et avons attendu. 10, 20, 30 secondes passèrent et rien. Le silence nous envahit, puis 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Quand nous avons surmonté cela, nous sommes sortis des arbres et avons foncé droit sur un soldat humain qui marchait vers nous. Je pense que nous étions tous les deux stupéfaits, mais le Marines toucha son arme de la main gauche et leva la droite pour indiquer qu'il ne tirerait pas. Puis il nous appela immédiatement en silence pour nous rapprocher de sa position. Butler a indiqué que nous devions le suivre et ne pas dire un mot. Il parlerait. Le soldat nous a demandé dans un anglais parfait de quel bataillon nous étions et d'où nous venions. Nous avons laissé parler le capitaine et il lui a donné des réponses concrètes et des emplacements exacts pour dissiper les doutes du soldat. Nous commençâmes à avoir des soupçons tout aussi grands sur ce Marines. Que faisait-il vraiment en patrouillant seul sous ces latitudes? Nous ne savions même pas que les humains avaient atteint cette partie méridionale reculée des continents connus. Le soldat s'est présenté en disant qu'il se nommait Charlie. Il nous a reçus de la meilleure façon en croyant la version de Butler et nous a remis plusieurs fruits et aliments qu'il transportait dans son sac à dos. Alors qu'il commençait à nous raconter comment il était arrivé sur ces terres et à quel point il était confus dans sa manière de se présenter.